Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur Méridien Zéro, l'émission française et francophone de Radio Bandeira. Ce soir, c'est Monsieur PGL qui est à la barre et j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Roussillon. Sylvain Roussillon, bonsoir. Bonsoir à tous, merci de me recevoir. Alors Sylvain Roussillon, avant de se présenter, nous le recevons pour son dernier ouvrage qui est paru il y a quelques mois aux éditions Via Romana, Les Brigades internationales de Franco, donc qui est sûrement l'essai le plus novateur sur ce sujet peu connu, parfois caricaturé, en tout cas qui contribue à remettre les pendules à l'heure et une mémoire à l'endroit concernant cette page d'histoire qui concerne, nos auditeurs l'auront compris, la guerre civile espagnole. En France, il est coutume d'être trop dépendant d'une historiographie partiale, d'une historiographie qui est largement influencée par la vulgate de gauche, voire communiste. Donc Sylvain Roussillon contribue à justement éclairer cette page d'histoire qui mérite de l'être, sans conteste. Alors avant de rentrer plus en avant dans les détails, pourriez-vous davantage vous présenter, Sylvain Roussillon, parce que je sais que vous avez eu un engagement militant intense dans votre prime jeunesse, donc je pense que ce n'est pas intéressant pour nos auditeurs de savoir aussi d'où vous venez et d'où vous vous exprimez en quelque sorte. Oui, alors moi je suis un ancien militant d'Action française. J'ai été 10 ans militant d'Action française durant la période qu'on a qualifiée un petit peu improprement et a posteriori de génération Maurras. J'en ai même été un des acteurs et un des initiateurs. Je m'occupais à l'époque, on m'avait chargé de mettre en place notamment les structures lycéennes d'Action française. Et j'ai participé à tous les grands combats monarchistes et nationaux de l'époque, qu'il s'agisse de l'affaire Scorsese, de l'affaire Boudarel. Précisons pour nos plus jeunes auditeurs, l'affaire Scorsese, c'était ce fameux film, La dernière tentation du Christ. Le fameux film, La dernière tentation du Christ, qui était sorti en 88. Et parmi les adhérents de l'Action française, il y en avait beaucoup qui étaient catholiques, certains, dont moi, qui étaient agnostiques ou athées, que ce soit pour des raisons de foi ou des raisons plus tactiques, on va dire. En tout cas, c'était ma vision des choses. Nous avions décidé d'anticiper sur le bicentenaire de la Révolution et de forger notre appareil militant à l'occasion de la sortie de ce film. Ça s'est concrétisé par un certain nombre d'attaques de cinéma, dont un très très sérieux affrontement qui s'était déroulé place de l'Odéon. C'était la première sortie d'ailleurs que j'ai effectuée à la tête de mes lycéens. J'en avais une trentaine avec moi. Je dirais qu'on a pris la charge. Vous savez, dans les opérations de terrain, il y a toujours la définition, le souhait du service d'ordre qui vous dit, voilà, ça va se passer comme ci, comme ça. Vous, lycéens, vous tenez l'aile droite, il vous arrivera rien parce que c'est sur l'aile gauche du côté étudiant que ça va exploser en premier. Et généralement, c'est un peu l'inverse qui se produit. Et c'est vrai que c'est les lycéens qui ont encaissé le premier choc. Et ça a été notre baptême du feu. Et puis, par la suite, on a participé... et j'ai participé à toutes les opérations importantes. Alors maintenant, il y a prescription, on peut en parler, mais l'attaque des Bouffes du Nord avec la chanteuse Hélène Delaveau au moment du bicentenaire de la Révolution. Oui, je me souviens d'un article dans Le Choc du mois, première mouture. Il y a une pleine page dans France Soir, commando royaliste contre le bicentenaire, une soixantaine de militants arrêtés dès 6h du matin, 3 maintenus en détention provisoire pendant plus de 2 mois, une mobilisation importante, des manifestations, un comité de soutien mis en place, toute cette période d'intense agitation. L'affaire Boudarel, alors je rappelle là aussi pour les plus jeunes, Boudarel était un enseignant de Jussieu, spécialiste du Vietnam. Et lors d'une conférence au Sénat, il a été démasqué par un ancien combattant d'Indochine qui a reconnu en lui l'ancien commissaire politique du camp 113, qui était un camp extrêmement dur, puisque le taux de mortalité y était un des plus élevés parmi les camps de prisonniers de la guerre d'Indochine.
Et donc cet ancien combattant a reconnu dans l'orateur spécialiste de l'histoire du Vietnam et de la civilisation vietnamienne cet ancien commissaire politique, tortionnaire du camp 113. À ce moment-là, l'ensemble de la presse, on va dire de droite au sens large du terme, bien pensante, s'est un peu gentiment emparé de l'affaire en disant il faudrait que ce monsieur présente des excuses, peut-être renonce à enseigner, le Figaro, etc. Et puis nous sommes allés un peu plus loin, c'est-à-dire on a dit non, il faut carrément qu'il arrête d'enseigner. Et puis on a essayé de se servir aussi de cette opération pour partir à la reconquête du quartier latin. Donc pendant plusieurs semaines, il y a eu des attaques régulières sur la fac de Jussieu. J'ai pas participé à toutes parce qu'il y a eu certains jours où il y avait 2 ou 3 attaques dans la même journée sur la fac. Je me souviens d'une attaque particulièrement violente qui s'est déroulée sur le parvis. On avait pénétré assez profondément à l'intérieur de Jussieu où l'extrême gauche se relayait pour monter la garde. Il y avait eu des bagarres à coups de tirs de boulon, de billes d'acier, etc. On avait commencé à incendier le local de l'UNEF. Et puis, à ce moment-là, la police est arrivée, a fait évacuer Boudarel par une porte cachée. Puis je dirais que les choses se sont terminées lors d'une grande manifestation. Quand je dis une grande manifestation, il faut bien sûr replacer les choses dans leur contexte, mais à l'époque, la police nous avait accordé 2500 manifestants. Nous-mêmes, nous en avions compté 4000. Ce qui représentait la plus importante manifestation nationale en plein cœur du quartier latin, une marche sur Jussieu, depuis mai 68. C'était voilà, et je dirais que cette marche sur Jussieu a mis fin à l'affaire Boudarel, qui n'a pu enseigner, qui a été retiré des listes d'enseignement de Jussieu. Alors bon, ensuite il aurait vraisemblablement fallu le traduire en procès pour crime contre l'humanité. Ça se fait pour d'autres, mais poids de mesure. Voilà, mais là en l'occurrence, je dirais il y avait un impact, une force qui nous échappait. Ça a été aussi l'époque des 2 interdictions consécutives du défilé de Jeanne d'Arc, du défilé traditionnel, avec notamment la seconde. Alors la première fois, nous avait un peu pris de surprise, mais on s'était mieux préparé pour la seconde fois qu'on sentait un petit peu venir. Et là, toute une journée d'affrontements dans Paris, le matin, l'après-midi, plus de 150 militants arrêtés au total dans la journée. Dont d'ailleurs je le signale mon petit frère et ma petite sœur, et puis finalement en fin de journée avec les militants qui continuaient à se mobiliser, qui arrivaient de province, qui entendaient, ça passait en boucle à l'époque sur France Info, et donc on avait petit à petit une mobilisation de province qui se mettait en place, et les gens qui sautaient dans le train et qui rejoignaient la capitale, et on a pu honorer la statue de Jeanne d'Arc comme il se devait. La manifestation avait été interdite sous le prétexte de troubles à l'ordre public, et le message que nous souhaitions faire passer aux autorités à ce moment-là était le suivant: c'est en nous interdisant de défiler qu'on crée un trouble à l'ordre public. C'est pas en nous laissant défiler. Voilà. C'était assez bien vu. En tout cas, vous évoquez ces pages intenses de votre jeunesse militante d'un entretien qui était paru dans la défunte revue Flash et qui était repris sur le net, sur le site Voxener, sous le titre « Nous avons bolchevisé l'appareil militant maurassien ». Pour terminer un petit peu avec cette page personnelle, ce qui me semble intéressant de retirer de cet entretien, c'est que vous avez essayé de redonner un nouveau souffle à cette vénérable maison que reste la Restauration nationale, c'est-à-dire l'Action française, et surtout par la diversité de vos parcours, vous essayez d'amener aussi des touches nouvelles, des influences autres, qui ne sont pas tellement dans l'orthodoxie maurassienne classique telle qu'on pourrait l'attendre. Vous, en ce qui concerne, vous ne cachez pas que vous avez eu, par exemple, un passé d'extrême gauche au JCR, et que vous-même, avec d'autres camarades, comme Nicolas Portier, comme Hugues Kessler ou Christophe Boutin, vous apportiez aussi également la richesse de vos parcours personnels, et surtout de vos sensibilités. Oui, voilà. L'originalité de cette génération à l'époque, ça a été que cette génération, pour l'immense majorité de ces militants, n'était pas issue de familles d'Action française. C'était le cas pour quelques-uns, mais vraiment très peu.
Et nous avions des parcours les uns et les autres très, très divers, très originaux. Vous venez de le dire, moi-même j'étais issu en termes de militantisme du milieu d'extrême gauche. Ce qui m'a apporté d'ailleurs un certain regard sur la construction de ce qu'on appelle un appareil militant, sur la discipline militante. C'est souvent un truc qui pêche un peu dans nos milieux, faut le dire, où, ma foi, quand il s'agit de se mettre en ordre de bataille, il y a toujours les égos qui l'emportent sur la discipline de groupe. Entre égoïté et anarchisme mal compris. Voilà. Là, je dirais que moi, mon passé nous avait un peu permis de surmonter ce genre de choses. Et puis, vous l'avez très bien souligné, sans renoncer à l'orthodoxie maurassienne et aux textes fondateurs, nous sommes d'une part allés exhumer un certain nombre de textes qui avaient été oubliés. Je pense aux textes d'avant 14, ou même à certains textes de Maurras qui étaient, je dirais, qui n'appartenaient pas au catéchisme maurassien tel qu'on le déclinait dans les cercles d'études. Donc on est allé fouiller un petit peu, le jeu de Maurras. Et puis, comme la plupart d'entre nous venions d'horizons très divers, on s'est aussi intéressé à José Antonio et la Phalange et la guerre d'Espagne. On va y venir. On s'est intéressé à von Salomon, à Junger, à Mishima. Certains d'entre nous avaient un vernis évolien, comme Christophe Boutin, par exemple. D'autres avaient un vernis plus nouvelle droite, comme Nicolas Kessler. Mais je dirais que tout ça fait au lieu de créer une multitude de chapelles, a fait notre force, parce que nous nous ressemblions pas, mais nous travaillions tous et nous avancions tous dans le même sens. Voilà. C'est un petit peu la force de cette génération. Je précise que sur le plan intellectuel, j'ai pas du tout renoncé à mes opinions. Royaliste toujours. Voilà, même si j'ai pris un recul par rapport à l'action militante de terrain, mais bon, je pense que l'âge aidant, on est obligé de prendre un peu de recul. Mais dans mon entourage professionnel, par exemple, nul n'ignore mes opinions politiques, je ne les cache pas. Et puis, il m'arrive très régulièrement, sur invitation, d'intervenir. Là, par exemple, cet été encore, à l'université d'été, au camp Maxime Radlel-Sarthe de l'Action française. D'accord. Voilà, donc un parcours de fidélité, malgré tout, qui se module comme il se doit. D'une certaine manière, pour le militantisme terrain, il suffit de passer le flambeau, de cette manière. L'âge et le temps effectuant son œuvre. Bon, nous allons revenir plus précisément donc, au sujet de notre émission ce soir, donc, à savoir les volontaires qui sont engagés dans le camp national. D'ailleurs, on peut dire, avant de rentrer dans le vif du sujet concernant votre propre ouvrage, que la question un petit peu des engagements divers dans les deux camps, républicain et national, au cours de cette période, est depuis d'actualité. Un ouvrage vient de sortir aux éditions du Seuil, qui est écrit par un volontaire juif qui a combattu dans les brigades internationales, qui s'appelait Zygmunt Stein, intitulé Ma guerre d'Espagne, Brigade internationale, la fin d'un mythe, un ouvrage qui avait été initialement écrit en yiddish, qui était sorti déjà il y a bien longtemps, et qui remet totalement en cause la vulgate idéalisée, la belle histoire qu'on nous resserre encore régulièrement sur ces engagements antifascistes des brigades internationales. Donc on commence vraiment à savoir ce qu'il en est. Après aussi un film comme Land and Freedom de Ken Loach, etc. etc. Votre sentiment sur cet ouvrage avant de rentrer dans le vif du sujet ? Alors, déjà, une première remarque, c'est que ce livre est paru dans les années 50. Il a fallu attendre 50 ans pour qu'il paraisse en langue française. L'historiographie française sur la guerre d'Espagne a un retard considérable. Lorsqu'on voit par exemple que les ouvrages de Pio Moa, qui est un auteur espagnol, qui a aussi considérablement rénové la perception que les Espagnols eux-mêmes peuvent avoir. Un entretien avec lui a été publié dans un numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire, d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Mais pratiquement rien sinon. Ces ouvrages ne sont pas traduits en français, ne sont pas édités en langue française.
Alors que de l'aveu même de certains historiens, comme Benassar par exemple, qu'on ne peut pas suspecter de sympathie pro-franquiste, etc. Benassar, dans son livre « La guerre d'Espagne et ses lendemains », dit que Pio Moa a le mérite de reposer, ou en tout cas de poser certaines questions gênantes et de braquer les projecteurs de l'histoire sur un certain nombre d'éléments de la guerre d'Espagne qui sont intéressants, qui méritent peut-être qu'on s'y attarde à nouveau. On attend toujours l'édition des textes de Pio Moa en langue française. Les éditions Talendier s'en sont rendues acquéreurs en 2006, et depuis 2006, il semblerait que tout soit sous l'éteignoir et que il faille encore attendre un certain temps avant de pouvoir disposer de ces textes en langue française. Donc il y a un vrai retard de l'historiographie française. Il y avait eu, si je ne m'abuse, je crois à la fin des années 80, au début des années 90, un ouvrage collectif dirigé par Arnaud Imaz, grand spécialiste de José Antonio La Phalange. Il a consacré un ouvrage chez Albatros à ce sujet, qui a été réédité. Un ouvrage qui s'est intitulé La guerre d'Espagne revisitée, où je crois qu'on avait traduit notamment des contributions de Ricardo da Chelva et d'autres historiens espagnols qui essayaient déjà de remettre les pendules à l'heure sur ce sujet. Alors, chez Economica, je crois que c'est sorti. Oui, tout à fait. Tout à fait. De la même manière, Stanley Payne a aussi sorti récemment un livre qui revisite. Alors, c'est d'autant plus remarquable que Stanley Payne, dans les années 60, apparaissait comme un historien très marqué, justement, par la vulgate marxiste. Il avait écrit une histoire de la Phalange qui n'était pas inintéressante, parce que déjà c'était la première fois pratiquement qu'on avait accès à une histoire complète de la Phalange, mais qui était quand même regardée à travers une grille de lecture très, très politisée. Et puis, Stanley Payne a évolué considérablement dans son approche des choses. C'est ce qui fait d'ailleurs un peu la spécificité de la guerre d'Espagne, c'est qu'on s'aperçoit que la plupart des historiens qui s'y penchent évoluent dans leurs opinions politiques et souvent abordent le sujet de manière très manichéenne au départ, et puis quelques années plus tard, on les retrouve beaucoup plus équilibrés dans leur approche et leur vision des choses. C'est le cas par exemple d'un des historiens de la guerre espagnole plus connus, Hugh Thomas, son ouvrage est publié chez Robert Laffont. C'est même aussi le cas de Hugh Thomas, puisque donc sa guerre d'Espagne qui est une des plus connues, qui fait référence, a été réédité plusieurs fois, amendé plusieurs fois par l'auteur, et lorsque on prend les premières éditions des années 60 et puis qu'on prend les dernières éditions, notamment les notes, on voit que Hugh Thomas lui-même a évolué dans son approche des choses, qu'il est beaucoup moins critique à l'égard du camp national, qu'il a tendance à abandonner la vision manichéenne qui était un peu la sienne au départ. Donc là, c'est vraiment une des spécificités de la guerre d'Espagne, c'est qu'à la limite, on a le sentiment que plus les historiens s'y intéressent, plus ils évoluent dans le sens du camp national, qui est en tout cas dans le sens d'un équilibre des responsabilités. D'accord, en tout cas, c'est ce qui dénote une certaine honnêteté pour ces historiens que vous évoquez, et puis surtout le fait que... C'est pas le cas de tous, malheureusement. Oui, malheureusement, mais surtout, est-ce que vous mettez dans le lot Jean-Jacques Cécile, qui était connu pour son engagement, quand je crois, à sa gauche, qui a postfacé l'ouvrage de Stein. Jean-Jacques Marie. Marie, excusez-moi, oui. Alors non, je le mettrai pas dans le lot. Je le mettrai pas dans le lot parce qu'il est, il est très connu pour son engagement trotskiste. Oui. Et d'ailleurs, je signale une toute petite erreur dans sa postface, dans la postface du livre de Stein. Alors une erreur qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la guerre d'Espagne, mais à un moment, il est question d'un attentat mené par le Parti communiste bulgare dans la cathédrale Sainte-Sophie. Un attentat qui avait fait plusieurs dizaines de victimes dans les années 20. Et Jean-Jacques Marie dit qu'il s'agissait d'une provocation de la police royale bulgare pour faire porter le chapeau aux valeureux militants du Parti communiste qui, eux, jamais n'auraient déposé une bombe dans une cathédrale. Bien entendu. Voilà. Or,
Jean-Jacques Marie est pris en défaut par un de ses confrères, historien trotskiste lui aussi, Pierre Brouet, qui dans l'histoire de la Troisième Internationale cite Dimitrov, le leader du Parti communiste bulgare, qui dans un discours de 47 et un texte de 47, puisque le discours a été publié, reconnaît la responsabilité du Parti communiste bulgare dans l'attentat. Voilà, donc c'était juste la petite erreur que je voulais signaler sur la postface de Jean-Jacques Marie. Oh, mais il convient de remettre, comme une fois de plus, comme je disais tout à l'heure, les pendules à l'heure. Alors revenons, si vous le voulez bien, Sylvain, sur votre ouvrage en tant que tel. Que pourriez-vous dire un petit peu de la genèse de cet ouvrage? Donc, vous laissez entendre à nos auditeurs que vous êtes intéressé à ces sujets-là depuis votre adolescence, au moins. Et vous évoquez dans votre livre un certain soutien, des encouragements, des difficultés que vous avez pu connaître pour la genèse de cet ouvrage. Pourriez-vous un petit peu les détailler pour nos auditeurs? Alors, l'idée de ce livre, en fait, a germé il y a bien longtemps. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la guerre d'Espagne en 80. Donc, à l'époque, j'avais 15 ans. Je m'étais acheté une revue d'histoire qui était consacrée au sujet dont j'avais un peu entendu parler, mais je n'avais pas une idée très précise de ce à quoi ça correspondait. Et puis, je suis tombé sur cette revue un peu par hasard, je me la suis achetée, je l'ai lue, relue, je l'ai encore d'ailleurs, tout est corné. Histoire pour tous. Histoire pour tous. J'ai le même numéro. C'est le même numéro. Voilà, tout à fait, voilà, extrêmement bien fait. Très bien fait, oui. Il y avait un article de Philippe Conrad sur les carlistes, et pour moi c'était une découverte, je découvrais... un des rares articles d'ailleurs qui consacré sur les requêtes, les volontaires carlistes. Qui m'avait passionné. Il y avait... effectivement, on évoquait la phalange espagnole. Alors pour moi, tout ça était très, très neuf, très nouveau. Et puis, il y avait un article tiré d'un texte de Hugh Thomas, justement, sur l'intervention étrangère, avec donc les brigades internationales côté républicain, l'aide soviétique, l'aide allemande, etc. Et puis une demi-colonne consacrée à quelques poignées de volontaires qui se seraient engagés côté franquiste, mais sans qu'on entre plus dans les détails. Et déjà à l'époque, cet article, ce bout d'article m'avait frappé en me disant tiens, c'est amusant qu'on n'en dise pas plus, qu'on ne cherche pas à en savoir plus sur ces volontaires atypiques qui, moi j'étais encore dans une vision un peu manichéenne des choses, même si elle évoluait, mais qu'on choisit de mauvais camp, mais qui, maudit, malgré tout, c'est maudit de l'histoire, mais qui quand même ont fait l'effort de s'engager, de partir. On n'en parle pas, ils sont à peine cités. On parlait d'un Américain, de quelques Français, de quelques Irlandais, bon. Et donc déjà à l'époque, je m'étais dit, tiens, ça mériterait qu'un jour, quelqu'un s'y intéresse. Et puis, dans le cadre de mon engagement politique, j'ai fait 2 fois le voyage du 20 novembre à Madrid, une fois en 86 pour le cinquantenaire du soulèvement, et puis pour le cinquantenaire de la mort de José Antonio. Et puis une fois en 87, 20 novembre 87, donc là on était parti avec des militants d'Action française, essentiellement de la section de Dijon, qui était ma section d'origine. Et sur place, j'ai eu l'occasion de rencontrer Blas Pignard, la Phalange, ancien député de Madrid. J'ai eu l'occasion de rencontrer Orias Sima, le successeur de Codreanu à la tête de la gare de fer, puis un certain nombre de personnages qui avaient vécu l'époque. C'était encore l'époque où on croisait dans ces manifestations, qui étaient des manifestations monstres, le Skaïdos, ou dans Madrid. C'était une manifestation, à l'époque, la police estimait qu'il y avait entre 500 000 et 1 million de personnes. Pour des jeunes militants nationaux venant de France, on avait l'impression d'être dans un autre temps, un autre lieu, un autre monde. Et les Français n'étaient pas toujours bien reçus, mais lorsqu'on se présentait comme étant d'Action française, lorsqu'on disait qu'on faisait référence à la Bandera Jeanne d'Arc, qui était l'unité qui avait accueilli, qui avait essayé de fédérer un peu les volontaires français, tout de suite les réticences tombaient, les Espagnols devenaient beaucoup plus accueillants. Et donc j'ai eu l'occasion de faire plusieurs rencontres à cette époque, de noter mes impressions.
je dis pas que j'avais en prévision d'écrire ce livre, mais le sujet continuait à me passionner. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de mon militantisme, cette fois en France, de rencontrer un certain nombre de vieux militants d'Action française qui avaient fait le voyage en Espagne à l'époque, c'est-à-dire qui s'étaient engagés dans les rangs carlistes, par exemple, et qui m'avaient fait part de leurs impressions. Je me souviens d'avoir discuté avec le secrétaire général de la Restauration nationale de l'époque, Guy Steinbach, qui m'avait dit que dans son propre groupe de Camelot du Roi, 2 d'entre eux étaient partis s'engager en Espagne, au sein du Tertio. Donc finalement, l'histoire de la guerre d'Espagne était encore, à l'époque, relativement présente. On croisait des survivants de l'époque, des gens qui avaient connu, qui avaient combattu à l'époque dans un camp ou dans un autre d'ailleurs. L'histoire était plus proche que maintenant. Et puis surtout, c'était vraiment un point d'affrontement idéologique important, et je crois que ça l'est toujours, malgré les apparences, hein, même si les choses se sont... en Espagne avec le gouvernement de gauche qui a remis ça... on l'a vu complètement en Espagne. Voilà. Zapatero, voilà. donc... et moi, je l'ai vu lorsque j'ai cherché un éditeur. Mais voilà, donc ça reste un point d'ancrage, mais à l'époque, ça l'était de manière beaucoup plus forte. Par contre, vous précisez que vous avez reçu un soutien appuyé de la part d'un des meilleurs spécialistes de l'Espagne, Bartolomé Benassar. Voilà, Bartolomé Benassar. Écoutez, je savais qu'il habitait la région de Toulouse. J'ai fait tout bêtement une recherche sur Internet. Personne ne s'appelait Bartolomé Benassar à Toulouse. On m'a demandé si je souhaitais élargir ma demande au reste du département. J'ai dit oui. Il en avait un. J'ai appelé, c'était lui. Je lui ai expliqué le sujet de mon manuscrit. Il m'a dit que c'était innovant. Il m'a dit, écoutez, envoyez-moi votre manuscrit et puis je vous donnerai mon sentiment. Je lui ai envoyé et il m'a fait l'amitié de m'envoyer plusieurs emails extrêmement élogieux sur le manuscrit que je lui avais envoyé, en le recommandant chaudement. Et pour moi, ça a été une démarche importante parce que j'avais ma propre démarche politique qui consistait à dire, il y a des vérités à rétablir, mais le fait qu'un spécialiste reconnu par tous, reconnu unanimement sur les questions de la guerre d'Espagne dise écoutez, en ce qui me concerne, vous avez je dirais mon blanc-seing ou ma bénédiction historique, était quelque chose d'important, d'intéressant, parce que ça montrait aussi la valeur de mon travail et puis la valeur plus globalement d'un rééquilibrage historique qui j'espère est en cours sur le sujet. En tout cas, Sylvain, permettez-moi de dire, pour peu que mon avis ait d'une quelconque importance, qu'en tant qu'historien de formation et aussi militant, votre travail est exemplaire. Je pense que vous avez réussi vraiment à garder un équilibre entre justement cette volonté de rétablir une certaine vérité, qui correspond, qui s'inscrit d'une certaine objectivité, et puis l'honnêteté, la rigueur, les scrupules de l'historien. Ça transparaît dans tous les chapitres de votre ouvrage. Vous n'hésitez pas vous-même des fois à aller à rebours de certaines vérités qui pourraient être confortables pour nous intellectuellement. Donc vraiment, là, je tiens à vous rendre hommage. Ce n'est pas flatterie de ma part, c'est pas mon genre, ceux qui me connaissent le savent. Mais vraiment, là, vous avez réussi à garder cet équilibre qui n'est pas facile. Pour celui qui, comme vous, comme moi, a justement ces scrupules de l'historien, a cette sensibilité, a cette formation, et puis a aussi la force d'un engagement militant et d'un idéal qui reste toujours présent, quelque part. Alors, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Tout en évitant de trop s'apesantir, essayer de présenter les cadres de ce conflit. On ne va pas refaire toute la genèse de la République espagnole, de la montée des tensions des extrêmes jusqu'au coup d'État de 1936. Mais pourriez-vous quand même essayer de présenter les particularités de ce contexte et surtout aussi les grands éléments des camps en présence, surtout le camp national, parce que le camp national, on a commencé à en parler, il y a certains termes qui reviennent, ricoetes, regulares, carlistes, phalangistes, un petit peu pour clarifier un petit, les esprits de nos auditeurs, notamment des plus jeunes aussi, qui manquent malheureusement souvent de ces données.
Alors, je vais essayer rapidement, Oui, effectivement, voilà, de replacer les choses un peu dans le contexte. Voilà, qui nous permettront après d'entrer dans le vif du sujet, quoi. Voilà. L'Espagne, en 1936, est un pays qu'on pourrait qualifier de pays en déshérence. C'est pas nouveau et on pourrait presque le dater de manière assez précise. C'est 1898. L'Espagne entre en guerre contre les États-Unis. Les États-Unis qui ont mis en place une espèce de piège impérialiste, comme ils savent parfois si bien le faire. Ils ont profité de l'explosion accidentelle d'un navire en rade de la Havane, le Maine, pour accuser l'Espagne, puisqu'à l'époque Cuba est possession espagnole, pour accuser l'Espagne d'attentat. Et donc, les États-Unis déclarent la guerre à l'Espagne, remportent une victoire assez facile face à un pays qui n'est pas prêt militairement, qui est épuisé, qui économiquement n'est pas prêt non plus à affronter ce géant impérialiste qui est en train qui est devenu les États-Unis déjà à l'époque. Et ça crée un électrochoc au sein notamment des opinions intellectuelles espagnoles de l'époque, qui s'aperçoivent avec stupeur du jour au lendemain. On pourrait presque le comparer à la défaite de mai-juin 40 en France. L'Espagne n'est plus une grande puissance. L'Espagne n'est plus une grande puissance. Ça n'est plus la grande Espagne. C'est un petit pays européen qui, en 6 mois, a vu son armée balayée. Et tout ça va faire rentrer l'Espagne dans une grande période d'instabilité, une montée politique progressive, des tensions politiques, qui un temps vont être atténuées par la dictature très paternaliste, très paternelle du général Primo de Rivera, le père de José Antonio, futur fondateur de la Phalange. Quand je dis dictature très paternaliste, parce que là, on est loin des régimes staliniens ou des régimes totalitaires. Ils créent des commissions paritaires où les gens se rencontrent, discutent. À l'époque, même Largo Caballero, qui sera surnommé plus tard le Lénine espagnol, qui est une des figures du Parti socialiste ouvrier espagnol, participe à ces commissions. Enfin, on sent bien qu'il y a une bonhomie derrière cette dictature du général Primo de Rivera, qui essaie de ménager un peu les uns les autres, de faire en sorte que l'Espagne se réunifie au sein d'un creuset commun. Son fils dira une unité de destin dans l'universel, pour qualifier la nation espagnole. Mais il y a un discrédit de la monarchie, surtout. Mais il y a un discrédit de la monarchie, discrédit qui convient de relativiser d'ailleurs, mais l'Espagne est un pays qui est agité par des tensions sociales qui ne sont pas résolues. Il y a surtout deux Espagnes, en fait de compte, on dit qui se télescopent. Une Espagne qui s'industrialise, notamment en Catalogne, etc. Avec une Espagne rurale, une Espagne industrielle, une Espagne qui est écartelée par des séparatismes basques, catalans, une Espagne urbaine, une Espagne rurale, une Espagne du Nord, une Espagne du Sud, une Espagne anticléricale, une Espagne catholique. Et petit à petit, tout ça génère des tensions énormes. Et le roi d'Espagne, Alphonse XIII, pour tenter de calmer les choses, décide d'organiser des élections municipales. Ces élections municipales, les premiers résultats qui arrivent, qui sont connus, sont les résultats des grandes villes, qui semblent donner un raz-de-marée aux partis républicains qui se sont tous unis. Et Alphonse XIII, devant ce raz-de-marée annoncé, décide d'abdiquer. On saura quelques jours plus tard, lorsqu'on aura l'ensemble des éléments, qu'en réalité, il n'y a pas eu raz-de-marée. Les listes monarchistes l'ont emporté d'une courte tête, mais autant il est possible d'instaurer une république avec une courte avance électorale, autant il est difficile de tenir un régime monarchiste avec une courte avance électorale. Et tout compte fait, Alphonse XIII a probablement bien fait d'abdiquer à ce moment-là. Mais,
Oui, non, j'allais vous dire, Sylvain, essayons d'avancer un peu D'avancer plus, un peu. voilà, pour Alors, essayer de tenir il le abdique temps. donc dans des conditions qui sont faussées dès le départ, et on se retrouve avec une Espagne républicaine dans la forme du régime, mais une population qui l'est sans doute beaucoup moins. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il y a une montée des tensions, une montée des conflits. Les éléments les plus radicaux de la République, Les éléments les de plus gauche et radicaux de d'extrême la gauche, République, voilà. gauche et extrême gauche, l'emportent dans leur propre formation politique et commencent à dicter et à imposer leur vue dans la rue par une terreur révolutionnaire qui va aller en grandissant. Alors ces éléments sont... Une sorte d'année de plomb, l'espagnol, en quelque sorte. Exactement. Voilà. D'année de plomb l'espagnol, mais de manière peut-être encore plus massive que ce qu'a pu connaître l'Italie dans les années 70. Il y a le tempérament espagnol qui rentre en ligne de compte, Voilà. et vous ne le cachez pas dans toi. Il y a la masse. C'est-à-dire qu'à l'époque, la principale centrale syndicale est une centrale anarcho-syndicaliste, la CNT, qui compte près de 2 millions d'affiliés. Imaginons aujourd'hui qu'un syndicat anarcho-syndicaliste en France ait 2 millions d'adhérents, les choses seraient un peu plus tendues qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et à l'inverse, on a les droites, on en vient à ce que vous souhaitiez aborder. Alors, les droites, une partie des droites s'est ralliée bon an mal an à la République et a constitué un mouvement qui est une confédération électorale qui s'appelle la Confédération espagnole des droites autonomes, qui est conservatrice, qui finalement se rallie à la République parce qu'elle a pris acte de l'abdication du roi. C'est Gilles Robles qui en est le patron, le leader. C'est un mouvement important électoralement, un mouvement important numériquement, qui a notamment des groupes de jeunesse, les Jeunesses d'Action Populaire, qui comptent entre 100 et 150 000 adhérents, c'est pas rien. C'est un mouvement qui est implanté dans toute l'Espagne, mais c'est un mouvement qui joue le jeu des institutions. Et puis en marge, nous avons d'autres courants qui, eux, ne sont pas forcément décidés à jouer le jeu des institutions, ou en tout cas à le jouer par intermittence. Je crois qu'il y en a deux qui méritent d'être cités. Deux qui méritent d'être cités. D'une part, les carlistes, à tout seigneur, tout honneur, c'est les plus anciens. Alors pour résumer, pour aller vite, on peut dire sont les légitimistes espagnols. Voilà. Royalistes, légitimistes, partisans de la branche aînée, puisque en Espagne, très implantés en Navarre, je crois. Alors très implantés en Navarre, dans le Pays Basque, et en partie en Catalogne aussi, qui reste leur point important, et qui se sont ressoudés, réorganisés au début des années 30 à la chute de la monarchie libérale ONI, et qui non seulement se sont réunifiés, se sont réorganisés, se sont réimplantés. Ils ont derrière eux une vieille tradition d'insurrection militaire. Et ils jouent sur deux tableaux. D'une part, ils présentent des candidats aux élections et ils ont des députés. Ils ont une presse qui est extrêmement vivante. À l'époque, le mouvement carliste, la communion carliste, c'est le terme, compte pas moins de 16 quotidiens dans toute l'Espagne. Et surtout, à partir du début des années 30, ils décident de se réorganiser militairement au sein des requetes. Voilà, vous ne cachez pas qu'ils sont extrêmement structurés, extrêmement bien organisés et disciplinés. Ils sont extrêmement organisés, extrêmement disciplinés, ils s'entraînent régulièrement, ils ont acheté des armes à l'étranger et ils sont prêts à reprendre la guerre à n'importe quel moment pour Dieu, la patrie, le roi. Et selon leur propre formule, Dieu, la patrie, le roi et les libertés locales, les fueros. Incontestablement, au début de la guerre civile, au début du soulèvement, la victoire des nationaux, notamment dans le nord de l'Espagne, n'aurait pas pu se faire sans eux. Et puis à côté d'eux, il faut citer un mouvement qui est balbutiant, qui naît en 1933, qui est la Phalange espagnole. La Phalange naît sous l'impulsion de José Antonio Primo de Rivera, le fils du général Primo de Rivera, ancien dictateur paternel de l'Espagne. José Antonio s'engage en politique, est un jeune avocat extrêmement brillant, extrêmement cultivé, extrêmement séduisant.
qui a la particularité d'avoir des amitiés un petit peu dans tous les mouvements. Le numéro 2 du Parti socialiste, Prieto, a beaucoup d'admiration pour lui, par exemple. On a su depuis que même dans la famille anarchiste, il y avait des connexions avec lui. Enfin, c'est quelqu'un qui séduit par sa personne, qui passe bien. Oui. Et Rosa Antonou entre en politique au départ uniquement pour défendre la mémoire de son père. Et puis, sous l'influence d'un certain nombre de ses amis, sous l'influence de ses lectures. Il va rencontrer aussi des personnages importants. Il va rencontrer des personnages importants. Il fait la connaissance d'un jeune intellectuel qui s'appelle Ramiro Ledesma Ramos, qui, lui, a fondé une revue et puis a fondé un mouvement qui s'appelle les Ronces, les Juntes d'offensive nationale syndicaliste, qui incarnent une espèce de tradition nationale révolutionnaire, nationale bolchevique, qui s'est allié avec un autre partenaire qui s'appelle Onésimo Redondo, qui, lui, est beaucoup plus traditionnel dans sa vision des choses, qui est implanté à Valladolid, où il dirige un syndicat de producteurs agricoles. Et les deux ont fondé les Ronces. Et leur rencontre avec Rosa Antonou crée un petit mouvement qui s'appelle FE. Alors le FE, au départ, pour la petite histoire, Rosa Antonou ne sait pas très bien ce que veulent dire lui-même les initiales FE. Il ne sait pas si ça va vouloir dire phalange espagnole, hein, puisqu'en espagnol phalange c'est avec un F, si ça s'appellera fascisme espagnol, ou si simplement ça veut dire foi, hein, puisqu'en Espagne le mot la foi se dit fait. Et finalement, ce sera phalange espagnole. La rencontre avec les Ledesma Ramos, Olivier et Onésimo Redondo donne naissance à la phalange espagnole des Juntes d'offensive nationale syndicaliste. Donc le mouvement phalangiste est né. Ce mouvement va être connu parce que ces militants portent la chemise bleue. Pourquoi la chemise bleue ? Parce que c'est le bleu des prolétaires, le bleu du bleu de travail. C'est un mouvement qui se veut éminemment social, qui réclame une réforme agraire. On est loin de la vision très caricaturale, réactionnaire, conservatrice, agent de la réaction. Au contraire, rien dans les écrits de Rosa Antonou, et a fortiori rien dans les écrits de Ledesma Ramos ne font penser à ce type de mouvement. On peut même répugner à parler d'un fascisme. C'est vraiment quelque chose de singulier. C'est quelque chose d'extrêmement singulier, fondé sur une mystique importante, et puis fondé sur la foi dans le progrès de l'Espagne. Il y a même un texte étonnant de Rosa Antonou, au soir de la victoire électorale du Front populaire en Espagne en 1936, où Rosa Antonou dit mais finalement c'est peut-être eux qui feront les réformes dont a besoin l'Espagne. S'ils arrivent de se débarrasser de leur internationalisme pour se concentrer sur l'esprit espagnol, tout en menant les réformes sociales qu'attend l'Espagne, c'est peut-être eux qui constituent la chance de l'Espagne. Donc on voit qu'on est bien éloigné des bandes armées du capital telles qu'on veut parfois nous les décrire. Oui, ça c'est toujours les classiques de l'historiographie communiste. Les classiques de l'historiographie. Sauf que l'Espagne est arrivée à un tel point de violence interne, un tel point de non-retour, la comparaison avec les années de plomb est tout à fait judicieuse, que quelque chose doit se produire. On attend que quelque chose se produise. Voilà. Dans un camp comme dans l'autre, on compte des morts déjà depuis quelques années. Oui, les églises sont brûlées. Là aussi, je cite des témoignages d'étudiants qui disent qu'ils vont en cours avec des revolvers sur eux, etc. Je cite aussi l'anecdote au Cortés, la Chambre des députés espagnols, où les huissiers demandent aux honorables parlementaires, avant d'entrer en séance, de bien vouloir déposer leurs manteaux et leurs armes au vestiaire. Voilà, pour éviter de s'affronter. Donc on est vraiment dans une situation de pré-guerre civile. Je dirais qu'un camp comme l'autre porte certainement une part de responsabilité, mais en tout cas dans les derniers mois qui précèdent le soulèvement de juillet 1936, c'est incontestablement le Front populaire qui, par son incapacité à maintenir la paix civile, porte
la plus lourde des responsabilités, et un certain nombre d'intellectuels républicains, dont certains d'ailleurs connaîtront l'exil jusqu'à la mort de Franco. Donc on ne peut pas les suspecter de s'être ralliés ou d'avoir mendié leur témoignage contre une amnistie ou contre un retour en grâce, témoigneront eux-mêmes de la situation délétère dans laquelle s'enfonce l'Espagne dans les mois qui précèdent la guerre civile, et qui est du fait du gouvernement qui laisse faire, qui se montre incapable d'agir contre ses propres extrémistes, qui sait que au sein de l'armée, au sein des mouvements de droite, phalanges, carlistes, les gens sont en train de s'armer dans un réflexe d'autodéfense. Je crois qu'il faut bien le souligner. Si les droites espagnoles à l'époque de survie, il y a notamment à l'époque des élections partielles qui ont lieu dans la région de Grenade, la région de Grenade qui est une région qui traditionnellement votait à droite. Et en février 1936, il y avait sur 12 sièges à pourvoir, la droite avait obtenu 6 sièges, le centre 3 sièges et le Front populaire 3 sièges. Les élections sont annulées contre toute vraisemblance, à tel point même que le président de la commission électorale qui juge de l'annulation des élections, le socialiste Prieto, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est un admirateur de José Antonio, démissionne de la présidence de la commission pour protester contre les irrégularités que lui-même y a constatées. Et les élections partielles donnent une victoire de 12 sièges au Front populaire lors des élections partielles, avec des violences qui ont accompagné les élections. Et pour la droite espagnole, le choix est clair à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là, les yeux s'ouvrent, il faut en venir aux armes ou périr. Bien, les éléments du drame sont plantés, notamment pour plus jeunes auditeurs. Le moment est venu de notre pause musicale traditionnelle. Or, je vous propose, on est en plein dans le contexte, l'hymne de la phalange espagnole, Cara al Sol, que l'on peut traduire par... Face au soleil. Face au soleil. Bien, nous revenons maintenant à notre sujet principal, donc les volontaires au service du camp national. Dans ce camp national, on peut le poser rapidement. Il y a une insurrection d'une bonne partie de l'armée. Principalement les éléments de l'armée de terre, l'armée de l'air et je crois la marine restent principalement du côté de la République. Voilà. D'ailleurs, les républicains auront la bêtise de déminer leurs officiers, ce qui rendra la marine relativement inefficace, et tant mieux pour le camp républicain. Il y a les unités régulières donc, de l'armée espagnole, les fameux regulares. Il y a surtout cette nouvelle unité qui a été fondée pendant la guerre de Rif, qui est la Bandera, les tercios de la Légion étrangère espagnole, qui va accueillir pas mal de volontaires. Et puis il y a aussi donc les milices de ces formations constituées que vous avez évoquées avant la pause musicale, donc principalement les recrutés carlistes et les milices phalangistes. Alors,
pour parler un petit peu des gros de ces contingents de volontaires. Bon, on parle souvent, bien sûr, d'une intervention massive de l'Allemagne et de l'Italie à travers donc ce qu'on parfois qualifie de corps expéditionnaires, sûrement de manière erronée, vous allez me le dire, la fameuse Légion Condor allemande, les unités italiennes. Vous précisez dans votre ouvrage qu'on peut effectivement qualifier ces éléments allemands et italiens de véritables volontaires, qu'ils aient été ou non issus des rangs des armées respectives de ces pays. Oui, alors déjà, premier point, c'est vrai que souvent lorsqu'on parle d'intervention étrangère du côté des nationaux, on pense aux Allemands et aux Italiens. On pense aux Allemands, notamment beaucoup d'historiens continuent à prétendre que Franco n'aurait pas pu faire traverser les troupes venues du Maroc espagnol et notamment la Légion sans l'aide de l'aviation allemande. Voilà, vous montrez qu'il n'en est rien. Or, voilà, je pense assez bien, enfin j'ai essayé jour par jour de montrer les passages de troupes qui s'étaient effectués, et lorsque le pont aérien allemand se met en place, les 2/3 de l'armée d'Afrique ont déjà traversé le détroit de Gibraltar, et je dirais que ensuite le pont aérien allemand ne fait qu'accélérer un tout petit peu les choses, mais l'affaire est déjà pliée sur ce plan-là, hein. Donc il faut en finir avec cette légende qui veut que sans le pont aérien allemand, Franco n'aurait pas pu faire traverser ses troupes depuis le Maroc. Vous avez raison de signaler que d'ailleurs la flotte républicaine s'est montrée particulièrement inopérante en la circonstance, puisque ayant massacré tous ses officiers, les matelots ont eu un mal fou à faire sortir les navires du port, ont essuyé quelques coups de canon et se sont empressés de faire demi-tour, ce qui rendra la domination républicaine en matière navale complètement inopérante. Alors oui, effectivement, on a souvent le sentiment, à lire beaucoup d'historiens, que les Allemands comme les Italiens n'étaient pas de vrais volontaires. Ou qu'ils étaient en mission, que c'était des soldats qui avaient été envoyés en corps expéditionnaire. Or, alors moi j'ai compulsé les archives de la Wilhelmstrasse, donc du ministère des Affaires étrangères allemande, où on voit que les choses sont pas si simples. Et puis j'ai étudié un certain nombre de mémoires d'anciens de la Légion Condor, hein, donc des volontaires allemands, qui explique bien que, même s'ils étaient pour la plupart issus de l'armée, ils n'étaient pas envoyés en Espagne. C'est-à-dire qu'on annonçait qu'on avait besoin de volontaires pour l'Espagne et que, membres du parti national-socialiste ou soldats de la Wehrmacht, soldats, sous-officiers, officiers, on leur demandait s'ils souhaitaient partir pour l'Espagne, et ceux qui ne souhaitaient pas partir pour l'Espagne ne partaient pas pour l'Espagne, c'est-à-dire que ça n'a pas été des volontaires forcés. Dans le cas de l'Italie, c'est encore plus visible, puisque là, on recrute très clairement au sein des familles qui sont connues pour leur sympathie avec le régime de Mussolini. Il y a un livre qui est sorti il y a peu de temps qui s'appelle Canal Mussolini, qui retrace l'histoire d'une famille italienne dans ces années-là, qui est écrit d'ailleurs par... c'est une autobiographie. Hein, de latinage. Voilà, oui. Et qui explique très bien, puisque sa famille était engagée dès le départ du côté fasciste, qui explique très bien que ils reçoivent une convocation du fascio local où on leur dit voilà, le Duce a besoin de volontaires pour l'Espagne, qui souhaitent partir, et que son père, ses oncles se regardent, et qu'il a un oncle qui dit écoutez, moi j'ai pas fait la Première Guerre mondiale, j'ai pas fait l'Éthiopie, il faut qu'un homme dans la famille parte pour le Duce en Espagne, je suis volontaire. Donc on a vraiment affaire à des vrais volontaires. C'est pas des volontaires sans volonté comme on l'a lu parfois. C'est des vrais volontaires qui partent. Alors qui partent bien sûr avec un appui logistique
qui de l'Allemagne, qui de l'Italie, mais de la même manière, les volontaires des brigades internationales républicaines partent aussi avec un appui logistique du Comintern et donc de l'Union soviétique, qui n'est pas négligeable non plus. Et la France qui facilite aussi et la les France transits, qui les facilite passages. le passage. Sigmund Stein, d'ailleurs, qu'on évoquait en début d'émission, l'évoque extrêmement bien, puisqu'il dit que lorsqu'il décide de partir pour l'Espagne, on lui fournit de l'argent, un faux passeport, qui lui permet de traverser toute l'Europe, y compris l'Allemagne d'ailleurs, en première classe, en train, d'être accueilli à Paris, d'être pris en main. J'ai lu le témoignage pour préparer ce livre d'un volontaire belge des brigades internationales républicaines qui décrit le même phénomène. Il passe la frontière, il se présente à Lille au consulat espagnol, on lui dit c'est pas chez nous que ça se passe, faut aller à la maison des syndicats. Il va à la maison des syndicats, un petit interrogatoire, on le met dans un train pour Paris, donc tout frais payé. Paris, il est reçu, hébergé, nourri, un train spécial est affrété en direction de Perpignan. Sur place, la mairie Front Populaire loge et nourrit tout le monde. On passe la frontière avec les douaniers français qui tournent pudiquement la tête au moment où les convois passent. Et le voilà en Catalogne. Donc, ce qui se passe pour les volontaires italiens et allemands côté franquiste, c'est exactement ce qui se passe pour les volontaires des brigades internationales républicaines qui bénéficient d'une vraie infrastructure. Alors, concernant ces volontaires allemands et italiens, quelle a été un petit peu la dimension de leur rapport, d'abord militaire, que ce soit en combativité, en efficacité sur le terrain et sur le plan matériel? Alors, sur le plan matériel, il faut dire déjà une chose, c'est que Franco, dès le départ, l'a dit, répété, son état-major avec lui, il avait besoin de matériel et de munitions, mais tout comme les républicains avaient besoin de matériel et de munitions aussi. L'armée espagnole était dans un état avancé, exactement. Ce qui est très drôle, c'est que dans les archives de la Wilhelmstrasse, on lit, c'est écrit noir sur blanc, lorsque Franco fait ses premières demandes d'aide matérielle à l'Allemagne, la Wilhelmstrasse hésite et elle signale à Hitler qu'elle a reçu une même demande d'aide matérielle de la part du gouvernement républicain espagnol, ce qu'on passe souvent sous silence. Intéressant à savoir, au même moment. Franco n'a pas besoin d'hommes, il a besoin essentiellement de matériel et de quelques techniciens. L'apport de la Légion Condor, donc des Allemands, sera essentiellement un apport en termes de techniciens. Alors bien évidemment, la Légion Condor reste dans les mémoires pour le bombardement de Guernica. Il n'est pas faux de penser que les Allemands eux-mêmes ont été surpris par l'ampleur des dégâts sur Guernica. Ils ne s'attendaient pas à de tels dégâts. Ils faisaient un essai avec des bombes incendiaires sur une ville qui n'était pas, là aussi, comme on l'a pu l'écrire, une petite ville loin de la ligne de front, etc. Il y avait une usine de munitions, Guernica était un objectif militaire, c'était un nœud de communication qui était à 20 km de la ligne de front. Il y avait 2 usines d'armement qui étaient installées, donc c'était un vrai objectif militaire. Les Allemands eux-mêmes reconnaîtront qu'ils ont été surpris. Par exemple, Adolphe Galland, qui est l'as de la Légion Condor en termes d'aviation, reconnaîtra qu'ils ont été surpris par les destructions occasionnées par leurs bombes, que notamment il y a un fort vent qui s'est levé au moment du bombardement et que ça a attisé l'incendie. Bon, ça n'excuse pas forcément le bombardement d'une ville civile par l'aviation allemande, même s'il faut reconnaître que d'ailleurs le premier bombardement d'une ville civile pendant toute la guerre d'Espagne par une aviation militaire est à mettre au compte des républicains qui bombardent la ville de Tétouan au Maroc pour décourager les populations marocaines de soutenir le soulèvement national. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Donc, je dirais que chacun a sa part de responsabilité dans les bombardements des villes civiles. Mais le rôle de la Légion Condor va être essentiellement un rôle finalement de technicien. D'ailleurs, la Légion Condor a très peu de tués au combat. En tout, pendant la durée du conflit, très précisément, la Légion Condor perd 298 hommes, dont la moitié pour fait d'accident ou de maladie. C'est-à-dire que c'est ridiculement faible. Ouais. Du côté italien, l'engagement est plus massif en termes de volontaires et en termes de matériel.
tout simplement parce que Mussolini a des rêves de reconstitution d'un empire latin autour de la Mare Nostrum. Il y a des pensées géopolitiques. Il y a des pensées géopolitiques derrière. Ces pensées géopolitiques, il aimerait bien annexer les Baléares. Un temps, il pense implanter des colonies italiennes au Pays Basque. Et puis, lors de l'offensive de Guadalajara, une offensive conçue par les Italiens, pensée par les Italiens, menée par les Italiens, qui vise à rompre le front autour de Madrid pour isoler la capitale espagnole. Mussolini, qui est tellement sûr de son fait, fait proposer à Franco le fait de restaurer la monarchie en Espagne, mais avec un prince italien. Donc ça va très loin. Voilà, il a une vraie ambition sur l'Espagne. Et cette ambition sera complètement mise à plat par la bataille de Guadalajara, où les Italiens, sans subir la déroute que là aussi présentent certains historiens, subissent quand même une déconvenue importante. Déconvenue d'ailleurs qui fait assez l'affaire des Espagnols, y compris des Espagnols nationaux. Oui, vous montrez qu'il y a parfois une certaine xénophobie de la part des Espagnols. Enfin, je veux dire, une incompréhension aussi. Je crois qu'il y a des différences de mentalité, notamment la manière de monter au feu. Voilà. Il y a le côté bravade un peu des Espagnols qui ne se couchent pas lorsque nos buts tombent. On perçoit les autres volontaires parfois comme un peu trop prudents. Enfin, il y a quand même des différences culturelles qui jouent. Alors, les Espagnols, et c'est un cri qu'on entendra même parfois du côté républicain, vont de plus en plus dire, écoutez, c'est une guerre entre Espagnols, laissez-nous régler cette affaire entre nous. Et c'est vrai que, en plus, les Italiens interviennent avec une force mécanisée extrêmement importante, ce qui va à l'encontre de l'esprit espagnol. Alors, il y a un fait qui illustre bien cet esprit espagnol, qui est simplement les légionnaires, le tercio, la légion espagnole. Vous savez que cette légion espagnole est née un petit peu à l'imitation de la légion étrangère française, mais a très vite su se démarquer et trouver ses différences. Et par exemple, les légionnaires espagnols ont la chemise extrêmement déboutonnée, avec la poitrine largement ouverte. C'est pas du tout un débraillé, etc. C'est pour mieux offrir sa poitrine aux balles. Quand il défile, on voit aussi largement le légionnaire espagnol lui-même se définit comme le fiancé de la mort. Donc il y a toute cette mystique espagnole de combat où on ne fuit pas la mort, on affronte la mort. Les Italiens, avec leur mécanisation à outrance, la manière aussi de vouloir un petit peu, pour certains de leurs officiers, donner des leçons aux officiers espagnols, etc., tout régenter, va vite exaspérer. Je cite le témoignage, c'est un témoignage intéressant de Marcelo Gaya y del Rú, qui est un jeune combattant espagnol de l'époque, un jeune officier qui est monarchiste, qui a adhéré à la Phalange et qui est engagé dans l'armée régulière côté franquiste. Il est intéressant parce qu'il est francophone et francophile. Lui, il aime beaucoup les Français. Et il décrit les Français d'ailleurs comme d'excellents combattants qui finalement s'adaptent assez bien à l'esprit combattant espagnol. Il aime beaucoup les Français, il le dit, il l'écrit dans ses mémoires difficilement trouvables aujourd'hui, elles sont parues dans les années 60 et jamais rééditées depuis. Mais par contre, effectivement, il considère que les Italiens sont un peu des grandes gueules donneurs de leçons, quoi. Voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que quand on lit les témoignages dans l'autre camp, on a exactement les mêmes références. Les Italiens sont considérés comme de bons camarades inaptes au combat. On lit dans les récits sur les brigades nationales républicaines, c'est très drôle. Donc les Italiens, très bons camarades, mais inaptes au combat. Les Français, très bons combattants, mais ne pensant qu'aux filles et au vin. Les Allemands, un peu trop rigides, un peu trop casque à pointe, etc., etc. Les Anglais, un peu trop bourgeois, toujours, etc. Donc, dans le camp adverse, malgré l'internationalisme prolétarien qui devrait prévaloir, il y a des réalités, des réalités psychologiques, c'est ça qui demeure. On retrouve aussi du côté national, du côté franquiste. Alors,
À côté des Italiens et des Allemands, dont le cas est quand même un peu connu, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une participation active, importante, d'autres pays, un engagement important. Alors, on va peut-être pas passer en revue toutes les nations présentes. Moi, j'en ai recensé près de 61. Ouais. Mais il y a un cas sur lequel on va venir tout de suite, si vous voulez bien, qui a été un peu révisé grâce, entre autres, à votre ouvrage, c'est celui des Marocains, qui ont combattu massivement dans l'armée espagnole, dans l'armée régulière notamment. Et puis on étendra aussi sur les volontaires maghrébins, voire arabes, d'Afrique du Nord. Donc ils n'apparaissent plus comme de vulgaires mercenaires, avides de sang, de rapines et de viols, mais comme de véritables volontaires qui le font avec une idée bien précise de leur engagement. Alors voilà, ils ont c'est vrai, longtemps été présentés par l'historiographie comme des mercenaires agissant et se vendant au plus offrant. Bon. Souvent d'ailleurs, si je peux me permettre, avec des termes qui fera envoyer leurs auteurs devant la 17e chambre correctionnelle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est clair, oui. Ouais. Donc souvent présentés dans ces termes-là et comme de vulgaires mercenaires, vraiment agissant, se vendant au plus offrant. Or, ce qui est amusant, c'est de constater que les républicains ont essayé eux aussi de monter des brigades internationales avec des combattants issus du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, en offrant des primes bien supérieures à celles offertes par les nationaux. Or, résultat des courses, il y a moins d'1 millier de volontaires nord-africains, Maroc, Tunisie, Algérie, qui combattront côté républicain, alors qu'on en trouve près de 75 000 côté des nationaux. Donc il y a un engagement qui est beaucoup plus conscient qu'on veut bien le dire. Cet engagement est beaucoup plus conscient qu'on veut bien le dire, tout simplement parce que la République espagnole a beaucoup déçu les Marocains. Et que Franco a dans sa manche, et que Franco, qui a combattu les Marocains lors de la guerre du Rif, est très respecté par les Marocains. Qui voit en lui un adversaire valeureux. Il y a une reconnaissance, je dirais, à travers une sorte de paix des braves, le respect du guerrier, le respect de l'adversaire, du vainqueur, valeureux, courageux, avec qui les combats ont été âpres et rudes, mais un vrai respect. Il est intéressant de noter que la première des tribus du Rif qui se rallient au soulèvement, c'est les Oririagel, qui sont la tribu même d'Abdelkrim, le leader de la rébellion du Rif. C'est les premiers à se rallier à Franco. Et puis Franco a dans sa carte, dans son jeu, une carte maîtresse, qui est le général Bekbede, qui est pas Frédéric, pas Frédéric, non. Qui est un général espagnol qui connaît parfaitement le Coran, connaît parfaitement la civilisation arabe, qui parle arabe, et qui connaît l'ensemble du milieu marocain, aussi bien le milieu religieux, traditionnel, que les milieux beaucoup plus progressistes, nationalistes arabes. Rapporté d'ailleurs à la France, on pourrait presque faire un parallèle entre Lyautey, ce général, et puis l'œuvre un peu ethnocidaire, jacobine de la République espagnole, comparée à celle de la République française. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des articles dans la presse arabe de la zone espagnole marocaine de l'époque qui parle de Bekbede en des termes comparables à ceux de Lyautey, puisqu'on parle de Bekbede l'Africain comme on parlait de Lyautey l'Africain. Donc il y a une vraie comparaison. Et donc il y a toute une série de proximités qui vont faire qu'il va y avoir ce type de rapprochement. Il ne faut pas perdre de vue aussi que la République espagnole, au-delà de son anticléricalisme que tout le monde connaît, est aussi anti-religieuse, englobant l'ensemble des religions du livre. Voilà. L'islam, dont l'islam. Et lorsque les républicains espagnols vont tenter de se rapprocher des milieux nationalistes marocains, ceux-ci considèrent que l'islam fait partie intégrante de leur culture, même si pour certains d'entre eux, ils ne sont pas pratiquants. Et le côté anti-religieux des républicains espagnols les heurte profondément.
Et puis il y a un phénomène qui est peu connu, que moi j'ai découvert à l'occasion de l'écriture de ce livre, qui est quand même le nombre important de volontaires marocains engagés au sein de la phalange espagnole. Parce que là, on n'est pas, il ne peut pas être question de prime au plus offrant. Non, là, c'est une véritable motivation idéologique. D'une vraie motivation idéologique. C'est étonnant. Et on a entre un quart et un tiers de volontaires de la Bandera phalangiste du Maroc, c'est-à-dire à peu près 1300 volontaires arabes, marocains qui s'engagent dans les rangs de la phalange. Donc là, on est vraiment dans un engagement qui est politiquement conscient et la plupart de ces volontaires marocains phalangistes ensuite seront des militants du parti de l'Istiklal, le parti de l'indépendance marocain. Donc là, on a un vrai engagement très, très conscient. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur le fait que vous avez bien mis aussi en évidence dans votre livre, bon, outre le fait que ces troupes marocaines et maghrébines seront des troupes extrêmement efficaces, employées comme troupes de choc en première ligne, c'est l'importance du nombre de volontaires venus du Maghreb français, mais même au-delà de l'impact que ça peut avoir au sein des cénacles nationalistes arabes déjà de cette époque-là. Oui. C'est assez étonnant, ça aussi. Parce que les autorités nationales permettent, dans la zone du Maroc qu'elles occupent, aux partis nationalistes marocains de s'organiser, de faire paraître de la presse. Il y a même des émissions en langue arabe qui sont lancées sur les ondes de Radio Tétouan. Et pour beaucoup de nationalistes arabes, qui notamment à l'époque, alors arabes au sens même pourtour méditerranéen du terme, jusqu'en Palestine. Jusqu'au Liban, on parlait du Liban, en Palestine, en Syrie. Où les Anglais sont en train de mettre en place tout un dispositif qui verra l'implantation durable du sionisme dans ce territoire, eh bien, la zone marocaine espagnole apparaît comme une espèce de laboratoire de ce que pourrait être un futur État arabe. Et il y a beaucoup de journalistes arabes qui se rendent sur place, qui constatent d'eux-mêmes ce qui se fait. Et les deux principaux partis marocains de la zone espagnole lancent régulièrement des appels à soutenir le soulèvement national espagnol en disant que finalement il s'agit du prolongement aussi de leur lutte. Enfin, c'est un des éléments de leur lutte. Voilà. Dans cette présence arabe et musulmane relativement importante, n'empêche pas quand même, et vous le signalez dans votre ouvrage, qu'il y ait quelques volontaires juifs aussi qui ont combattu dans le camp national. Alors, quelques volontaires juifs. Alors bon, la population juive espagnole était relativement peu nombreuse, mais dans les zones occupées par les nationaux, là aussi, il y a l'Afrique du Nord aussi. On a un engagement assez important parce que de la même manière que les républicains vont fermer les églises, les cathédrales et les lieux de culte catholiques dans les territoires qu'ils occupent, ils vont aussi fermer les synagogues, notamment à Barcelone et à Madrid. Et je signale que la première synagogue qui est réouverte en zone nationale l'est sous contrôle, en Espagne, l'est sous contrôle national. Et pour beaucoup de juifs pratiquants, pas de juifs progressistes, le combat national, c'est aussi un combat pour la liberté religieuse. Alors le temps s'écoule inexorablement, malheureusement, Sylvain. Je souhaiterais que nous évoquions les cas de 4 nations qui ont fourni des volontaires qui pourraient intéresser davantage nos auditeurs, à savoir les Irlandais, les Portugais, les Français et les Roumains. Donc voilà, si on peut essayer de synthétiser, il nous reste une quinzaine de minutes. Alors, rapidement sur les Portugais, je dirais que beaucoup d'erreurs ont été écrites sur les volontaires portugais, qu'on a présentés là aussi comme des volontaires militarisés. On a considérablement exagéré leur nombre, on parle de 20 000 volontaires portugais. J'explique dans mon livre que ça vient d'une assertion non vérifiée d'un historien britannique qui a lancé ça dans les années 50. Et
les historiens sont amusés à reprendre le chiffre sans jamais le vérifier. En tout, moi j'arrive à peu près à un petit peu moins de 4000 volontaires portugais, ce qui est déjà considérable, dont beaucoup d'ailleurs sont issus d'un petit mouvement qui s'appelle le mouvement national syndicaliste portugais, qui sont des opposants à Salazar, qui considèrent comme étant trop conservateur, trop réactionnaire. C'est un régime, voilà, c'est un régime un peu conservateur, réactionnaire, catholique, très ancré. C'est pas un régime révolutionnaire. Voilà. Et ces nationaux syndicalistes portugais, effectivement, lorsque la guerre éclate, voient leurs frères espagnols, ceux de la Phalange, au combat, et passent assez massivement la frontière, pour ceux qui ne l'avaient pas fait avant, et vont s'engager dans les milices phalangistes. Certains vont s'engager au sein de la Légion étrangère, et puis on en retrouvera aussi un nombre assez important au sein des carlistes, parce qu'il y a... c'est ceux que l'on qualifie de viriatos. Voilà, ceux qu'on qualifie de viriatos. Voilà. Donc un nombre important de volontaires qui sont là aussi des vrais volontaires, pas du tout des gens envoyés par Salazar pour soutenir la cause. Ce sont des gens qui sont plutôt en opposition au régime de Salazar. On dit d'ailleurs que ça c'est un peu... et ça arrange bien Salazar de voir partir un petit peu son opposition radicale sur sa droite. Donc voilà, et ils combattront très 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 courageusement. Il y a quelques figures intéressantes parmi eux. Voilà, mais je ne veux pas trop m'étendre sur les Portugais. Alors, il y a les Français. Passons de la Vert-Irlande, ou les Français, allez, restons dans le monde latin, si je puis dire. Dans le monde latin, alors. Il y a les Français. Alors là aussi, sur les Français, on a lu et écrit beaucoup de choses. Déjà, personne n'est d'accord sur les chiffres. On ne sait pas très bien combien de Français ont servi. Alors, les chiffres varient du simple au double, au triple, au quadruple. J'ai essayé, je pense que j'arrive assez près de la réalité. Je pense, moi, qu'il y a eu à peu près 1 millier de Français au total engagés dans la guerre d'Espagne, côté national. Certains l'ont été au sein du Tercio, donc de la Légion étrangère, au sein duquel ils ont tenté de constituer une unité spécifiquement française, la fameuse Bandera Jeanne d'Arc. Cette Bandera Jeanne d'Arc va aller de déboire en déboire, tout simplement parce que ça va vite devenir le champ clos des luttes des droites françaises de l'époque. Les luttes intestines des différents mouvements. Entre Action française, Croix de Feu, PPF, francistes, enfin bon, tout le monde veut d'une unité française. Malheureusement. Tout le monde veut bien d'une unité française, dans lequel il serait bien placé. Mais à condition surtout d'y mettre le moins de monde possible pour pas s'affaiblir et le moins d'argent possible. Ce qui condamne d'emblée la réussite de cette unité. Rajoutons à cela que les Espagnols y tiennent modérément. Franco a fait une promesse, il essaye de l'honorer, mais le général Yagu, qui commande la Légion étrangère espagnole, ne veut pas entendre parler de bandera nationale. Donc le fait d'avoir une bandera française dans les pattes l'intéresse pas du tout. Yagu fera tout pour se débarrasser, mettre fin à l'expérience d'une bandera française. Cette bandera, par ailleurs, se conduira remarquablement bien au front, subira de très nombreuses pertes. On peut estimer que près de 50% de ses effectifs vont périr au front. Ce qui est important. C'est considéré comme une unité de choc, une unité d'élite. Au bout d'un moment, ces effectifs sont tellement faibles et l'intérêt militaire de conserver une unité française aussi affaiblie saute tellement peu aux yeux qu'elle est complètement reversée dans le reste de la Légion étrangère. Pour rester dans la latinité, venons-en aux Roumains, je suis fatigué. Vous dites que c'est effectivement, en cas d'espèce, un des cas les plus intéressants. Alors, c'est un des cas les plus intéressants. Alors, moi, j'aurais tout compris, de la forme d'engagement. Voilà, les Roumains, donc à l'époque, le nationalisme roumain s'incarne autour d'un mouvement qui est communément connu sous le nom de Garde de Fer. C'est aussi la Légion de l'Archange Saint-Michel. Enfin, il y aura plusieurs noms parce qu'il va être plusieurs fois dissous. La patrie, la Garde de Fer, pour faire simple. C'est un mouvement qui a été fondé par Cornelius Elea Codreanu, un jeune juriste, là aussi une personnalité extrêmement séduisante. La question se pose pour la Garde de Fer d'envoyer des troupes sur place.
Ils pourraient envoyer, à l'époque, ils ont 150 000 adhérents, ils pourraient fournir plusieurs banderas, ils ont les effectifs pour. Codreanu, cependant, a très bien compris, lui, et c'est un des rares leaders européens à l'avoir compris, que Franco n'a pas besoin d'hommes, il a besoin de matériel. Donc, il y a quelques collectes de fonds qui sont organisées par la Garde de Fer, et la Garde de Fer décide d'envoyer en Espagne quelques hommes, mais une unité purement symbolique. Marquer le coup. Pour marquer le coup. Ils envoient 8 combattants, donc on est vraiment dans le symbole, parmi lesquels un prêtre, parmi lesquels un vieux général héros de la Première Guerre mondiale, Cantacuzène, parmi lesquels un prince de sang adhérent à la Garde de Fer, Cantacuzène aussi, même si les deux n'ont aucun lien de parenté, le numéro 2 de la Garde de Fer, qui est à la fois le beau-frère et le successeur désigné de Codreanu, donc la Garde de Fer n'envoie pas des seconds couteaux, Yann Motta. Vasile Marine, qui est un jeune intellectuel très proche des idées de l'Action française. Et puis Georges Climet, qui est le leader du corps des ouvriers légionnaires, puisque finalement la principale organisation ouvrière en Roumanie n'est pas le Parti communiste, mais c'est la Garde de Fer. Tous ces hommes partent sur place. Sur place, ils vont participer très vite au combat autour de Madrid. Et lors des combats autour de Madrid, ils vont avoir 2 morts, Vasile Marine et Ion Motta, le numéro 2 de la Garde de Fer. Le petit corps expéditionnaire roumain est retiré du front, rapatrié en Roumanie, où là, les obsèques de Motta et Marine vont donner lieu à une véritable liturgie de la Garde de Fer. Sur un impact considérable. Un impact considérable. À l'époque, la population roumaine est considérablement marquée par l'événement. On estime que près de 200 000 personnes suivent le cortège funèbre à Bucarest. Et ça aura un impact immédiat sur les élections législatives qui suivront le rapatriement des corps, puisque la Garde de Fer va passer de 5 députés à 66 députés en une élection et va devenir le second parti roumain. Voilà, donc... Projetons-nous maintenant toujours en terre celtique, dans les îles britanniques, avec la Verte Irlande. Alors là aussi, on dit beaucoup de choses sur les volontaires irlandais, issus plus ou moins des chemises bleues de Rodefy. Donc pourriez-vous nous en parler un petit peu ? Alors un tout petit peu, rapidement. Oui, rapidement. L'Irlande est tout de suite extrêmement marquée par les violences anticléricales qui se déchaînent dans l'Espagne républicaine. Oui, l'Irlande catholique, bien sûr. Vraiment marquée, traumatisée, et à tel point qu'on a des traces de conseils municipaux irlandais qui votent des résolutions soutenant Franco, soutenant la cause de Franco, la cause des nationaux. Voilà. L'intérêt de l'Irlande, c'est qu'on a un pays où on a un mouvement qui décide d'organiser de manière structurée son aide à l'Espagne nationale, et à côté, le Comintern qui décide aussi d'organiser une aide structurée à l'Espagne républicaine. Donc là, on peut vraiment mettre en comparaison les 2 appareils qui agissent librement pour mobiliser les uns et les autres. Et sur le plan numérique, il n'y a pas photo. Les volontaires irlandais dans le camp républicain seront au nombre de entre 130 et 150. Du côté national, il y aura une bandera entière qui sera constituée de près de 700 combattants. Il y a une seconde bandera qui sera constituée mais qui ne pourra pas embarquer en Irlande, qui sera retenue par la police. Mais on voit tout de suite la différence. Voilà. Lorsque un mouvement de droite décide de prendre les choses en main, d'organiser ses partisans et ses volontaires et de les diriger vers l'Espagne, ils n'ont pas à rougir face à la mobilisation des brigades internationales républicaines. Donc le cas de l'Irlande est particulièrement intéressant de ce côté-là. Puis je voudrais peut-être parler de quelques personnalités qui sortent un petit peu du lot. Alors,
je pense que parmi vos auditeurs, il y a beaucoup de passionnés, d'aficionados de Tolkien. Tout à fait, vous en avez en face de vous. Alors, tout simplement parce pas loin que... d'ici, je pense aussi. Alors, Tolkien qui était un des rares intellectuels britanniques à avoir soutenu d'ailleurs le camp franquiste, hein, il faut le dire et le répéter. Et Tolkien fait la connaissance en 1945 d'un certain Roy Campbell, qui est un poète sud-africain d'origine écossaise, d'après son nom. D'origine écossaise, considéré comme l'un des plus brillants poètes sud-africains de sa génération. Alors aujourd'hui, ne le cherchez pas dans les anthologies de poésie sud-africaine. Ses idées politiques ont fait qu'il a été complètement radié. Mais Roy Campbell s'engage dans les rangs carlistes, il fait une guerre tout à fait honorable, et Tolkien fait la connaissance de Campbell en 1945 lors d'un dîner, et il est absolument subjugué par le personnage, à tel point qu'il écrit une lettre à son fils, Christopher Tolkien, en disant, voilà, j'ai rencontré ce type fabuleux, exceptionnel, nous voilà bien loin de la gauche, tous des rouges, ces matamores habillés de velours qui ont fui à l'étranger. Et ce qui est curieux, c'est que dans cette lettre, le surnom qu'il donne à Roy Campbell est celui de Trotter. Trotter, c'est un des surnoms dans la version anglaise qui est donné à Aragorn. Et on peut plus que légitimement penser que le personnage de Roy Campbell a servi de modèle à Tolkien pour le personnage d'Aragorn. Je terminerai juste sur un dernier volontaire qui moi, me plaît beaucoup, toujours un Sudaf. Il y a eu 2 Sud-Africains, hein, donc c'est le deuxième, qui lui est d'origine bourre, qui lui tout simplement a une vie hors du commun, une vie militaire en tout cas hors du commun, puisque si vous vous souvenez, jusqu'en Rhodésie, non Oui, alors, lui, il participe à la guerre des bourgs, donc à la fin du 19e, début 20e siècle. Bon. Lorsque la guerre de 14 éclate, vous savez qu'une partie des bourgs refuse de combattre aux côtés des Anglais, décide de remettre ça, et lui passe dans l'actuelle Namibie, combattre aux côtés des troupes allemandes contre les Anglais. Et ensuite, une fois que le sud-est africain a capitulé, il passe de l'autre côté de l'Afrique et combat avec les Toforbay jusqu'en 1918. On le retrouve engagé dans les troupes franquistes en 1936, pendant la guerre civile. Et puis on le retrouvera très âgé, comme instructeur militaire, dans les années 60, au sein des troupes de la Rhodésie blanche. Et il est mort en 86, à 101 ans. Voilà. Extraordinaire parcours. Hein. Comme tant d'autres que nos auditeurs pourront découvrir en achetant l'ouvrage donc, de Sylvain Roussillon, Les Brigades internationales de Franco, édité par Via Romana, qu'on peut trouver dans les meilleures librairies parisiennes, si je puis dire, ou alors par correspondance. En tout cas, je les encourage vraiment à approfondir cette question qui reste passionnante, d'un ouvrage qui est écrit comme un véritable roman et qui se lit d'une traite. En tout cas, je tiens vraiment à remercier au nom de l'équipe Méridien Zéro Sylvain Roussillon d'être venu aujourd'hui à cette antenne, nous a fait partager sa passion et surtout ce formidable travail qu'il a accompli. Une pensée aussi pour notre ingénieur en chef, Lord Tesla, sans lequel cette émission ne serait pas possible. Et nous encourageons nos auditeurs vraiment à se plonger dans cette page d'histoire et qui le mérite. Hein. Plus que jamais, l'homme de l'avenir, celui de la plus grande longue mémoire. Hein. Il importe de rendre hommage à nos aînés, quelles que soient éventuellement, bien sûr, les différences et de sensibilité qui sont les nôtres par rapport à ce fait particulier. Hein. Nous ne sommes pas forcément des aficionados de Franco, mais nous pouvons respecter l'engagement, respecter tout ce qui a pu motiver le courage et la détermination de ces volontaires venus du monde entier. Et on n'a bien sûr pas épuisé le sujet, il était immense, il appartenait d'un peu de présenter les choses, mais pour cela, l'ouvrage de Sylvain Roussillon est là et vraiment, nous encourageons nos auditeurs plus que jamais à s'y plonger. Alors moi, je voulais vraiment remercier l'équipe de Méridien Zéro de son accueil. Et puis, vous féliciter, à travers vous, féliciter le mouvement d'action sociale pour l'initiative intelligente que vous menez. Voilà, encore bravo. Des ouvrages en perspective ? Oui, probablement un sur la guerre anglo-américaine de 1812-1814. Intéressant, c'est vrai que c'est un sujet naissance qui est peu de l'impérialisme américain. Ouais, c'est peu connu, ça mérite
indéniablement de l'être en tout cas. Donc vous êtes en plein travaux. Voilà. Attendons, et puis soyons patients, et ce sera sûrement une occasion de vous réinviter. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Partagez. En tout cas, je remercie également notre ingénieur en chef incontournable, Laure Tesla, sans lequel cette émission ne serait pas possible. Et plus que jamais, comme je le répète régulièrement, je ne peux qu'encourager nos auditeurs à prendre des livres, à se pénétrer de certaines données qui sont fondamentales. Et là, en l'occurrence, une page d'histoire qui mérite plus que jamais, qui mérite indéniablement d'être remise à l'endroit. Voilà, c'était Monsieur PGL qui a animé cette émission ce soir au nom de l'équipe Méridien Zéro. Encore une fois, merci à notre invité et plus que jamais, restons présents à l'abordage et pas de quartier.